Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de François Calfon, qui est conseiller régional d'Île-de-France, délégué à l'emploi, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe, et puis Serge Maslia, directeur général de Sage, la société qui offre des solutions de gestion aux PME. Alors, on va parler de Michel Combes, qui quitte Alcatel, vous le savez, sur fond de polémique. Le président de l'équipementier Télécom pourrait toucher 13,7 millions d'euros de primes. Emmanuel Macron dénonce un départ choquant avant la fin de la fusion du groupe avec Nokia. L'autorité des marchés financiers examine dans le détail les conditions d'attribution de cette rémunération. Alors, Michel Combes devra-t-il y renoncer? Quelques réactions, on en débat ensuite. Des centaines de collègues qui ont été mis dehors en France, des milliers au niveau mondial. Et derrière, voilà, M. Combes, lui, il prend l'argent et il n'a pas de problème avec ça. Moi, je ne suis même plus surpris, je suis dégoûté, c'est tout. Après les règles du groupe, il n'y avait pas droit. Ils ont changé les règles pour qu'ils puissent partir avec ça cet été. Monsieur Combes a piloté une opération de rapprochement entre Alcatel-Lucent et Nokia que nous avons appuyée. Et donc, il n'est pas compréhensible ni acceptable que M. Combes prenne la décision aujourd'hui de quitter cette entreprise, alors même que l'opération n'est pas terminée. Jean-Marc Daniel, donc il y a des petites erreurs de procédure. Là, il y a une enquête tout de même de l'AMF. Au-delà donc du fait que la classe politique et le MEDEF s'insurgent sur le montant de la prime, puisqu'on est près de 14 millions d'euros. Que se passe-t-il? Finalement, est-ce qu'il faut plafonner ces fameuses indemnités de départ ou rémunération? Tout ça, ce sera vain. De toute façon, dès qu'on essaie de mettre des murs, des barrières, dès qu'on essaie de contraindre, il y a un marché noir, ça contourne. Enfin, tous les gens retrouvent leur liberté d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois que ce serait vain et ce serait plutôt spectaculaire que véritablement utile. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit dans le reportage, c'est d'abord quand même la question fondamentale. Est-ce que les règles ont été changées en cours de route de façon à favoriser M. Combes? Et donc là, quand il y a des règles, il y a des gens qui sont là pour faire appliquer les règles, donc il est inutile d'émettre... Ce sera le rôle de l'AMF de contrôler. Voilà, donc il y a des autorités judiciaires pour faire ça, elles trancheront. La deuxième chose, c'est quand M. Macron dit nous avons accompagné cette opération ». Alors, là aussi, je me pose la question, mais de quel droit est-ce que l'État... Le rachat d'Alcatel par Nokia. Accompagne encore le rachat d'entreprises par d'autres entreprises. De quoi se mêle l'État? Qu'est-ce que c'est que cette vision de la politique industrielle à l'ancienne, où les copains et les copains, ce que j'appelle le capitalisme de connivence, règne en maître et on s'arrange? Alors, dernière remarque, effectivement, il y a régulièrement des scandales, entre guillemets, des alertes, des critiques sur la façon dont sont rémunérés les patrons. Je pense que c'est un travail, c'est des gens qui sont salariés, c'est-à-dire il y a des entrepreneurs, là on a en face de nous des gens qui sont des dirigeants mais qui sont des salariés. Et donc normalement sur le marché du travail il y a une concurrence. Si les actionnaires ne sont pas contents de la façon dont les entreprises, dont ils sont les propriétaires sont gérés, ils n'ont qu'à faire appel à d'autres gestionnaires. Et donc plus il y aura de concurrence dans la sélection des dirigeants d'entreprise, plus le problème ne disparaîtra. Bon. François Calfon. C'est le même cirque qu'on entend à chaque fois. Oui. Monsieur Combes, pardon de l'expression, c'est prends l'oseille et tire-toi. Hein. Et j'ai envie de dire qu'il a bien pris l'oseille, plus qu'avant, parce que... pour l'instant, ce n'est pas fait. D'accord, mais à chaque fois, on dit que c'est un marronnier. Mais j'observe qu'il y a une forme d'inflation dans ces primes de départ, puisque la dernière fois qu'on en a parlé, c'était quelque chose de l'ordre... Alors, c'est vrai que c'est des grands chiffres, de 4 millions d'euros. Là, on est à 13 millions d'euros, avec quand même un truc... Il a redressé le groupe. Oui, il n'a rien redressé du tout, le cours d'action, il n'a rien redressé du tout, avec quand même une forme de comble du cynisme qui consiste à se faire payer une clause de non-concurrence 4,5 millions d'euros, alors qu'il va partir chez SFR Numéricable, qu'on m'explique qu'Alcatel n'a rien à voir avec ce type d'activité. Je terminerai juste une phrase. Le renard libre dans le poulailler libre, c'est-à-dire l'autocontrôle par nos amis de la FEP, c'est toujours les poules qui finissent par être mangées. Le salarié disait, il avait raison, qu'ils ont changé les règles en cours de jeu, mais il n'a pas dit une chose qui est importante, c'est que dans son redressement, entre guillemets, qui lui fait octroyer tant de cadeaux, il y avait naturellement le gel des primes pour les salariés. Quel comble de cynisme, de cupidité, aurait dit Barack Obama. Serge Maslia, alors il y a une vraie différence entre les rémunérations des patrons, je dirais, du CAC 40 et des grosses entreprises, et puis les rémunérations des patrons de PME. Donc, votre vision est intéressante, là. Alors effectivement, d'abord, je ne me prononcerai pas sur cette situation propre à M. Combes. Je pense que... Est-ce qu'il faut plafonner, à votre avis, ce type de rémunération? Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je comprends que ça puisse surprendre déjà, puisque
puisque effectivement les écarts et les sommes qui sont annoncées sont absolument vertigineuses. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout qu'on a un mélange des genres, justement, entre les patrons, et ceux que je rencontre ne sont pas les patrons de grandes structures. Moi, les patrons que je rencontre, ils gagnent en moyenne 4 à 5 000 euros par mois. Moi, les patrons que je rencontre, des PME, effectivement, ils ont engagé leur patrimoine à 30%, en temps de 30%. On est bien loin de ces considérations. Et moi, c'est cette voie-là que je veux porter. Et je regrette effectivement cette confusion entre patrons qui fait qu'aujourd'hui, un patron est forcément quelqu'un qui gagne ces sommes faramineuses. Et c'est vraiment pas ceux que je rencontre moi au quotidien. Donc, et c'est cela pourtant. Et c'est très important pour nous, puisque en fait c'est le marché que nous visons. C'est très important que ceux-ci puissent continuer à se développer sereinement avec leurs employés et à développer à la fois croissance et emploi. Ouais. Donc voilà, cette confusion des gens que je regrette vraiment. Moi, je confirme complètement ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Il y a des mercenaires de l'entreprise dont M. Combe est, un certain nombre, mais finalement, c'est une tête d'épingle. Et il y a 95% à 99% de gens qui sont des entrepreneurs. Et qui sont des entrepreneurs qui ont un rapport entre le plus bas salaire et eux qui est de 1 à 4, 1 à 5 maximum. Je le dis et d'ailleurs parce qu'on a dit est-ce qu'il faut légiférer. L'État a mis bon ordre sous la présidence actuelle en encadrant les écarts de rémunération dans les entreprises publiques. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement une espèce de logorée qu'on indique, c'est aussi quelque chose qui a été suivi des faits dans les entreprises, non pas celles dans lesquelles nous n'aurions rien à faire, encore qu'il y a des salariés, mais dans celles dans lesquelles l'argent public est Alors engagé. l'État, bien sûr, sur 14 millions, toucherait plus de 8 millions d'euros, puisque ça c'est la hauteur des impôts. La fiscalité, pardon. Ouais, c'est de la fiscalité. Excusez-nous. Mais il faut le noter. Jean-Marc Daniel, un dernier mot là-dessus. Oui, deux remarques. La première, effectivement, c'est que le patron mythique, tout le monde donne un exemple, c'est l'entrepreneur. Mais le but de l'entrepreneur, c'est de ne pas rester ad vitam aeternam à 4 000 euros par mois. C'est-à-dire l'esprit d'entreprise, c'est aussi... A priori, il a envie de s'enrichir et d'enrichir sa boîte. Et d'aller au-delà de ces 4 000 euros. La deuxième remarque, c'est qu'il y a quand même une très grande hypocrisie qui consiste systématiquement à montrer du doigt des gens et puis ensuite à aller les chercher. Monsieur Ghost, par exemple, il s'était révolté contre l'État, contre Monsieur Macron. Il gagnait trop d'argent, c'est le PDG le mieux payé, c'était scandaleux. Mais il est toujours là. Et il est toujours là parce qu'il fait du bon travail. Et donc l'État... Enfin, le monsieur d'Alcatel-Lucent, c'est pas tout à fait la même chose que Renault-Nissan. Hein. Oui, j'entends bien. Mais enfin, c'est quand même une boîte qui est montée là et qui est maintenant au fond du sac. Sauf qu'il l'a sauvé de la faillite. Et les propos qu'on a tenus sur monsieur Ghost quand il ne voulait pas suivre les indications et les recommandations de monsieur Macron ont été de dire qu'il allait y rester, on allait le sortir, il était menacé, qu'on allait expliquer tout ça aux Japonais. On l'a gardé. Et vous dites quoi, Jean-Marc? C'est vain, c'est vain? Je dis que tout ça est vain et je dis qu'effectivement, il y a des gens qui, si on estime qu'ils gagnent trop, doivent être mis en concurrence avec des gens qui pourraient faire le même travail qu'eux pour moins cher. Alors, on va passer à un autre sujet tout de même. Notre troisième sujet, c'est le mea culpa de François Hollande sur sa politique fiscale dans le livre de la journaliste du Monde Françoise Fressoz. Le stage est fini. Il est sorti cette semaine. Et François Hollande dit « Je ne serais pas allé aussi loin, bien sûr, sur le niveau des impôts. J'aurais gardé l'augmentation de la TVA décidée par Nicolas Sarkozy. » Alors, pourquoi de tels aveux? Finalement, cette TVA sociale, il dit qu'il aurait voulu la faire, François Calfon. Ben moi, j'ai toujours été favorable avant 2012 à la TVA. Ce n'est pas une idée de gauche au départ, la TVA. Oui, moi, est perçue comme un impôt injuste. Là, pour le coup, je ne ferai pas comme François Hollande qui a dit je n'ai pas fait que des réformes de gauche. Je pense que la TVA sociale, elle avait des vertus de patriotisme économique. C'est-à-dire de préserver l'emploi, notamment l'emploi industriel en France. Et c'était dans un mécanisme simple où il n'y avait pas besoin de se tordre la tête avec la rupture du principe d'égalité. En gros, plus j'importe, plus finalement je suis intermédiaire, plus je paye 2 fois supplémentaire. Parce qu'on augmente la TVA pour financer la baisse des cotisations. Or, on a fait quelque chose puisque nous étions contre la hausse de la TVA qui s'appelle le CICE Pacte, 40 milliards. Et pour la financer, il y a eu les hausses d'impôts directs, mais il y a eu aussi une hausse de la TVA. Donc on a fromage et dessert, si j'ose dire. Donc d'une certaine manière, moi je vis les propos de François Hollande, pas que là-dessus, comme une forme de transparence, de lucidité, qui est une ouverture au centre, peut-être? Ça a été dit. Moi, je pense que c'est déjà aussi une manière de mettre en accord sa parole et ses actes avec des reconnaissances tardives. À l'époque, on nous avait dit que le traité européen avait été renégocié. Il dit non, je ne l'ai pas renégocié. Donc c'est bien, on peut parler directement.
Jean-Marc Daniel. D'abord, effectivement, sur le plan politique, les gens qui ont le plus porté la TVA sociale, c'était les centristes. C'était Jean Arthuis qui a fait de multiples rapports pour défendre la TVA sociale. Donc c'était vraiment le projet des centristes. Des centristes. Sur le Donc plan l'idée, économique, c'était on augmente la TVA pour faire respirer les entreprises, en fait. Pour baisser les charges sociales. Bon. Concrètement, si on augmente la TVA, on augmente les prix. Donc on a parlé de patriotisme économique. C'est redistribué. C'est un bien grand mot pour désigner, effectivement, mais c'est un mot que je comprends, qui désigne en général toutes les mesures qui tendent à équivaloir à une dévaluation, c'est-à-dire à une ponction sur le pouvoir d'achat de l'ensemble de la population. Donc vous êtes radicalement contre. Donc je suis radicalement contre. Alors il y a une redistribution, mais globalement, il y a des gens qui y perdent, et donc il n'est pas sûr que les gens qui y perdent soient normalement ceux qui sont qui devraient y perdre le plus. Ce que je veux dire, c'est quand on regarde ceux qui y perdent le plus dans la TVA sociale, et ce qu'avait expliqué notamment le rapport de M. Besson quand il avait été saisi par Nicolas Sarkozy en 2007, il avait bien expliqué qu'en fait, c'était surtout les classes populaires qui étaient les plus impactées par la TVA. Le troisième élément que je dirais, c'est qu'il y a eu quand même, et là, M. Calfon l'a rappelé, une hausse de TVA récemment, donc pour financer le CICE. Donc on a fait une forme de TVA sociale. Sauf que le bilan, c'est que les rentrées ne sont pas à la hauteur de ce qu'espérait Bercy. C'est-à-dire que concrètement, en ce moment, il y a une forme d'exil fiscal interne où, matraquée par les impôts, la population commence à se mettre au noir. C'est pas à cause de la hausse de TVA, c'est à cause des hausses d'impôts. Globalement, la population considère que pour échapper à cette matraquage fiscal, il faut se mettre au noir. Trop d'impôts tue l'impôt, selon Serge Massia, vous pouvez conclure. Sur ce point-là, ce que je dirais, c'est que sur la TVA sociale, sur la TVA sociale, sur le train de mesure sur le CICE, il y a effectivement un effet d'aubaine, clairement, pour les entreprises qui se sont vues baisser les charges, notamment les PME cette fois, parce que le CICE concernait surtout les bas salaires. Donc vous êtes favorable alors, bien évidemment, favorable, cette mesure, mais on est même favorable à aller plus loin, parce que CICE. si tout le monde est d'accord pour baisser les charges, autant les baisser directement. Et après, comment on les finance, c'est tout complexité. Alors justement, ce financement, nous, bien évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est que les entreprises, voire la demande, ne soit pas directement impactée. Si le financement d'un tel allègement est fait par, je dirais, un meilleur fonctionnement des structures de l'État, qui peut d'ailleurs servir et l'État et, je dirais, la collectivité, très bien. Ça veut dire baisse des dépenses publiques, ça par exemple. Voilà. Mais si, effectivement, Jean-Marc Daniel est content. Si on est en trompe-l'œil, c'est dommage. Si on est en trompe-l'œil avec une augmentation soit de la TVA qui impacte la demande, soit des cotisations qui impactent les entreprises, c'est un petit peu dommage. Effectivement, on a... Voilà, au final, on est toujours dans l'augmentation des impôts. Donc, il devrait baisser. D'une phrase, quand même, il y a une baisse de la dépense publique constatée pour la première fois. Constatée ? Mais bien sûr. Ah bon. Constaté sur ma droite, absolument pas constaté sur ma gauche. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur France 24.